une vidéo sur les formules de Taylor et Euler-Maclaurin. Alors tout de suite, je vais dire à qui ne s'adresse pas cette vidéo. Cette vidéo ne s'adresse pas aux gens qui ne connaissent pas les formules de Taylor. Je vais partir du principe dans cette vidéo que vous connaissez déjà et par exemple que vous voulez, je sais pas moi, vous présenter un concours, l'agrégation par exemple, et que vous voulez avoir un résumé synthétique et comment dire, un regard un petit peu peut-être nouveau sur ces formules qui sont finalement difficiles. Les formules de Taylor, on les voit quand on est... Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on les voit quand on sort de terminale, qu'on arrive en premier cycle. Et en premier cycle, eh bien, on a déjà du mal avec les sommes, les dérivés km, les factoriels, les preuves qui combinent tout ça par récurrence, les énoncés des formules de Taylor se ressemblent, il y a des subtilités, les restes se ressemblent un petit peu, mais pas tout à fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on applique l'une, qu'on applique l'autre. Finalement, qu'est-ce qu'on en ressort quand on est en première année? On en tire finalement les formules, grâce à la formule de Taylor-Young, on en tire l'existence de DL pour des fonctions qui sont dérivables facilement, et ça nous fait par exemple le DL de l'exponentielle, de sinus, cosinus, 1 plus x puissance alpha, tout ça. Donc c'est quand même intéressant. Mais sorti de cette utilisation, en première année, bon, on les utilise pas beaucoup, donc on n'a pas un gros recul sur les nuances entre les trois formules. Soyons clairs. En deuxième année, si on est en spé, c'est pareil. En deuxième année, qu'est-ce qu'on va découvrir? Les séries entières. Du coup, on voit des coefficients de Taylor avec des FKIM de 0 sur k factoriel. On a donc du coup des confusions avec des développements limités, alors que c'est pas du tout la même notion. Le développement limité, c'est quelque chose de local. On zoome en un point A, alors que le développement en série entière, il est valable sur tout un disque qui peut même être de rayon infini. Donc les coefficients en question de Taylor, ils marchent. Je veux dire, ils vous permettent d'utiliser le développement même quand vous êtes super loin. C'est pas du tout l'état d'esprit des formules de Taylor, les séries entières, bien qu'on y trouve les mêmes coefficients. Donc tout ça, ça entretient une certaine confusion chez les étudiants. Et puis après, il faut bien se l'avouer, L3, M1, M2, on n'étudie plus les formules de Taylor. On est passé à autre chose. Donc finalement, pour celui qui vient par exemple présenter l'agrégation et qui voit que dans les leçons d'oral, il y a à l'externe, il y a formule de Taylor et application, c'est pas forcément la super leçon, quoi. C'est pas celle sur laquelle on va se sentir le plus à l'aise. On aura certainement plus travaillé la réduction des chapitres, vous voyez, mais pas les formules de Taylor, ça c'est vraiment un truc très précis. Alors vous pourriez vous étonner qu'en plus dans mon papier, j'amène Euler-Maclaurin. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bah oui, parce que comme je vous ai dit que j'essayais de faire un truc synthétique, vous voyez bien que l'intérêt d'une vidéo sur les formules de Taylor, c'est d'apporter un petit quelque chose, si j'espère pouvoir apporter un petit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une démonstration des trois formules, ainsi que de la formule de Euler-Maclaurin dont je vais bientôt parler, avec finalement très peu de récurrence, très peu de factoriel, très peu de dérivés km de f en z, etc. Enfin, je vais essayer ça au maximum, bien sûr, en essayant de m'appuyer sur une technique algébrique fondamentale liée finalement au télescopage et à une remarque sur la structure des formules, la structure algébrique des formules, qui se résume quasiment, vous voyez dans ma définition, à avoir des suites de polynômes qui vérifient ça. Vous dérivez le k plus unième, vous tombez sur le km. Et vous allez voir qu'utilisant ça et un peu de télescopage, on peut démontrer par exemple la formule de Taylor-Lagrange, regardez, en 3 lignes, ici, voilà. Taylor reste intégrale, 3 lignes. Donc,
Vous voyez, c'est ça l'esprit du papier. Et Euler-Maclaurin, si vous ne connaissez pas, en tout cas, si vous passez par exemple la Greg, vous savez, il y a des développements qui sont extrêmement connus à la Greg, comme par exemple déterminer un développement asymptotique, disons, je sais pas, à l'ordre 3 ou 4 de la série harmonique. Bon, on voit souvent ce développement choisi par les candidats. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas la formule de Euler-Maclaurin, il faut le faire à la main, donc il y a pléthore de vidéos sur ça. Mais si vous démontrez la formule de Euler-Maclaurin dans votre développement, alors comme application de Euler-Maclaurin, déterminer 4 termes de la série harmonique, ça va vous prendre 2 lignes. Et donc pourquoi je colle Euler-Maclaurin là-dedans? Eh bien tout simplement parce que vous allez voir que les techniques que j'utilise pour démontrer les formules Taylor et celles que j'utilise pour démontrer Euler-Maclaurin, c'est exactement les mêmes, mais associées à des suites de polynômes qui vérifient ça, mais qui ne sont pas les mêmes. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, ça vaudrait le coup de faire une vidéo pour montrer le lien algébrique, entre guillemets, qu'il y a entre ces deux univers qui sont différents. Hein. Ça, on est local, hein, c'est une formule Taylor, vous dérivez k fois O point A et vous en déduisez un polynôme qui approxime votre fonction f avec un petit reste, on va dire. Mais c'est local, c'est quand vous zoomez en A, alors que Euler-Maclaurin, c'est pas du tout ça. Vous allez avoir la formule de Euler-Maclaurin, vous voyez, je vous la présente si vous ne la connaissez pas. Hein. Vous allez essayer de calculer un écart entre la somme des f de m et l'intégrale de f de n à n'. Donc vous voyez, vous n'êtes pas du tout en train de regarder localement. Et pourtant, vous voyez, il y a encore des fkm, comme si on était encore en train de faire du Taylor. Puis ça ressemble à des formules Taylor un petit peu, mais c'est pas Taylor. Oui, il y a un lien, en fait. Et donc, je me suis dit qu'il serait sympa de faire une vidéo qui fait ce lien. Voilà, tout simplement. Et puis qui raccourcit un peu l'épreuve. Donc, vous avez compris. D'abord, alors je vais pas lire de manière linéaire ce papier, parce que sinon on va s'ennuyer, mais je vais vous montrer un petit peu les points clés, d'abord. D'abord, le point clé, vous voyez, c'est finalement cette formule-là, ce polynôme qui est là. Vous remarquez que par exemple, si à la place de pk, vous mettez un polynôme du genre qui met à la puissance k qui divise par k factoriel, celui-là, tk, celui qui est là, t comme Taylor, eh bien vous avez exactement l'expression du polynôme de Taylor de f à l'ordre n, localisé en t. Vous voyez? Bon, donc on sent que ça peut être intéressant, et puis ces polynômes tk qui sont là, il vérifie bien cette relation et il va sûrement se passer des trucs sympas avec cette relation. Oui, bien sûr, tk plus 1, vous voyez bien que ça fait x puissance k plus 1 sur k plus 1 factoriel. Et quand vous le dérivez, vous tombez bien sur tk. Formule qui tient encore quand k égale moins 1 d'ailleurs. Il suffit de poser t moins 1 égale 0. Bon, résumons. On va s'intéresser à des choses comme ça. On va obtenir des formules par télescopage, mais pour ça, il faut qu'on définisse des petits polynômes. Voilà, vous avez le début de l'histoire. Eh bien, vous vous doutez que ces polynômes qui vérifient ça, c'est pas moi qui les ai trouvés. Enfin, en gros, en cherchant cette vidéo, je me dis, tiens, ces polynômes, ces suites qui vérifient ça, elles sont intéressantes. Il y a forcément quelqu'un qui en a parlé avant moi. Bingo, je recherche 2 minutes. Et la définition que je vous donne là, c'est-à-dire, on dira qu'une suite pk indexée à partir de moins 1, vous verrez pourquoi c'est intéressant à partir de moins 1, de polynômes réels, formels. On dit que c'est une suite d'appels quand pour tout entier k plus grand que moins 1, on a pk plus 1' égale pk. Alors, qui est ce appel? Eh bien, j'ai cherché, et c'est ce monsieur. Vous voyez, 20e siècle, il est mort en 1927, je crois, mathématicien français, et il s'est intéressé à ces suites de polynômes vérifiant cette relation, donc je me voyais mal ne pas leur donner son nom. Alors comme exemple, vous avez la suite nulle, par exemple, qui est une suite d'appels, mais pas très intéressante. Puis la suite de polynômes de Taylor, x puissance k sur k factoriel. Bon, c'est moi qui les appelle les polynômes de Taylor, parce que je trouve, voilà, c'est toujours bien de rendre hommage aux gens qui ont découvert ces formules. Et puis, alors vous allez voir, donc vous vous doutez bien, hein, ici, il y a une suite d'appels pour les formules de Taylor, et sans spoiler, il y aura une autre suite d'appels pour Euler-Maclaurin. Pour ceux qui sont un petit peu cultivés, Euler-Maclaurin, ça parle des polynômes ou moins des nombres de Bernoulli. Et ces polynômes de Bernoulli, ils vont apparaître là, ici. Et ils vérifient cette
relation. Regardez, les polynômes en question, les BK, qu'est-ce qui vérifie? Bon, bien sûr, je veux que ce soit une suite d'appels, donc j'impose ceci, pour k supérieur ou égal à 0. J'impose B0 égale 1, tout comme j'avais T0 égale 1. Mais évidemment, vous voyez bien que ça définit pas BK plus 1 connaissant BK, puisque ça vous définit BK plus 1 à une constante près. Alors pour ça, j'impose une constante d'intégration. Hop, j'impose que l'intégrale de 0 à BK plus 1 de t dt, ça fait 0. Et vous pouvez vous amuser à calculer quelques polynômes comme ça. B1, la dérivée de B1, ça doit être 1. Ça doit être B0, donc ça doit être 1. Donc c'est x plus quelque chose. Et pour que l'intégrale soit nulle, vous mettez moins 1,5. Vous pouvez en trouver plein des comme ça. Alors on peut même en fabriquer, je veux dire, on peut y aller avec un logiciel de calcul formel. Je vais utiliser Sage ici. Par exemple, si je veux, allez, allons-y, je vais faire une fonction qui calcule n plus 1 polynôme BK. Je vais commencer par remplir le premier de ma liste. Ça c'est B0, c'est le polynôme 1. Je rajoute la fabrication de n petits polynômes suivants. En faisant quoi? Je vais intégrer le polynôme où je suis par rapport à x. Évidemment, je ne rajoute pas f directement à la liste B. Je ne vais pas faire un b.append f parce que f, telle qu'elle est là, rien ne m'assure que son intégrale de 0 à 1 fasse 0. Pour ça, il suffit de lui retirer justement à f son intégrale de 0 à 1 et on obtiendra un nouveau f qui est encore une primitive de b de i, mais dont l'intégrale est nulle. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite en mettant du coup f, voilà, on devrait être bien là. Et puis, bon, bien sûr, il faut retourner la liste B, et ensuite, il faut afficher... Oh, pourquoi je fais ça d'ailleurs? Je vais carrément faire ça, je vais prendre P, on va en demander 11, et on les affiche. Voilà. Donc là, on a tous nos petits polynômes. Vous retrouvez x moins 1,5. En gros, quand vous dérivez une ligne, vous tombez sur la ligne du dessus, et quand vous intégrez la ligne, vous obtenez 0. Voilà. Les nombres qui sont là sont très liés au nombre de Bernoulli. Voilà. Alors les nombres de Bernoulli, j'ai pas envie de les étudier ici. C'est pas du tout que je snob cette notion. C'est simplement que j'essaye de faire, vous voyez, un lien entre ces formules-là et ces formules-là. Et le lien, il y a pas, ça ne donne pas exactement la même définition que les polynômes de Bernoulli. Bon, alors quand même, de petites remarques, vous voyez, ça c'est nos B et nos BK. Attention, vous avez vu, soyez prudents. Les BK que j'ai définis, je les ai définis à partir de 0, donc BK, ce n'est pas une suite d'appels. Parce que j'ai imposé de démarrer à moins 1. Pour avoir une suite d'appels, il faut démarrer, vous les décalez de 1. Voilà, et vous partez avec K égale moins 1 ici. Et vous avez une suite d'appels, évidemment. Tout est fait pour. Ensuite, alors, des petites remarques, on peut vérifier, c'est très facile, que Bn de 0 égale Bn de 1, ça sera une importance bientôt, donc quand je vais démontrer Euler-Maclaurin, pour tout naturel n distinct de 1. Ouais. Voilà. Alors on peut démontrer ça, c'est très facile, ça c'est un truc qu'on peut même donner à des terminales. Voilà. Et avec un petit peu plus d'effort, on peut démontrer que les B d'indice impair à partir du rang 3 sont nuls en 0. Bon, B3 de 0, B5 de 0, B7 de 0, etc. Ça fait 0. Mais pas B1 de 0. Ok, bon, alors j'ai mis la démonstration en annexe de ma vidéo. À la fin de ma vidéo, vous pouvez faire pause puis regarder si vous voulez. Alors, à quoi servent ces polynômes d'appel? Je vous ai dit qu'il allait certainement y avoir une histoire de télescopage quand vous dérivez, et puis que voilà, on sent qu'il va y avoir du télescopage dans ces histoires quand on va sommer. Eh bien, c'est la remarque fondamentale qui est ici et que je vais utiliser 3 fois dans ce papier pour des choses différentes, pour différentes formules. Donc, que dit cette remarque? Elle dit que si je me donne une suite PK, qui est une suite d'appels,
un entier n naturel, une fonction f que je suppose n fois dérivable sur un voisinage v d'un réel u, et que je suppose que f nième est dérivable en u, alors en regardant ce polynôme, ici, et en le considérant non pas de la variable grand X, mais de la variable t, je vais avoir une jolie formule de télescopage qui va me permettre d'obtenir g' de u. Je regarde d'abord cette somme, donc comme je vous le rappelle, quand vous remplacez pk par tk, c'est-à-dire les polynômes de Taylor, vous avez des x moins t puissance k sur k factoriel, vous retrouvez exactement le polynôme de Taylor de f d'ordre n en t. Alors bien sûr, ça existe, parce que f est supposé n fois dérivable sur tout v. Donc ça existe pour tout t dans v, voilà, y a aucun souci. Et j'affirme que l'association t associe ça est dérivable en u. Alors vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ton truc? Parce que, bah oui, c'est vrai que c'est surprenant. On a envie de voir ça comme une fonction de polynomiale en x, quoi. Et alors qu'en fait, il faut changer de point de vue et voir ça comme une fonction de t. C'est-à-dire une fonction qui part du voisinage v de u et qui va dans un EVN, parce que ça appartient à R crochet x. On peut voir R crochet x comme un espace vectoriel normé. Et donc on peut dériver, du coup, cette expression, il n'y a aucun problème, dériver une fonction qui part d'un intervalle de R à valeur dans un espace vectoriel normé, il n'y a aucun souci. Et donc, bah voilà, je vais dériver, du coup, G en U. Alors d'abord, pour dériver G en U, il faut vérifier que ça, c'est bien dérivable en U. Bah, d'abord, ça, c'est une somme. Donc il suffit que chaque terme soit dérivable en U. Ensuite, ça, c'est une fonction polynomiale de t, donc clairement dérivable sur R, en particulier au point U. Ensuite, ça, au pire, vous avez du fnième, donc l'application qui, fnième, elle est dérivable en U. Donc tout ça, c'est toujours dérivable en U, et donc la somme est dérivable en U, pas de problème. Et si je dérive, qu'est-ce que j'obtiens? Faut dériver terme à terme, cette somme, finie. Je vais obtenir du fk plus 1 de U, pk de x moins U, aucun problème. Donc, fk plus 1 de U, pk de x moins U. Vous retenez du k plus 1 sur le f et du k sur le p. Et ensuite, le deuxième terme du produit. Donc, je dois dériver maintenant ce facteur. Ça va faire sortir un moins. Et j'obtiens moins fk de U, pk' de x moins U. Mais pk', n'oubliez pas, c'est k moins 1. Donc, vous vous souvenez? Facteur de gauche, enfin, terme de gauche, j'avais du fk plus 1 U, pkx moins U, moins fku, pk moins 1, x moins U. Ah, un terme télescopique sur une somme. Qu'est-ce qui reste? Juste les extrêmes. Du coup, votre fonction g ici, en U quand vous la dérivez, vous remplacez k par n, ça va vous faire du fn plus 1 u pn x moins u. Et ensuite, vous remplacez k par 0 dans l'expression fku pk moins 1 de x moins u, et vous obtenez f0ième, donc f de u, p moins 1 x moins u. Voilà, donc vous voyez, c'est une formule du télescopage, c'est juste la dérivée en fait d'un produit que je fais. Voilà, bon, rien de plus à dire, c'est super. Et maintenant, récoltons le fruit de ce mini travail consistant à dériver ceci. Donc, comme je vous dis ici, lorsque je considère ce polynôme-là, avec tous ces paramètres, n, l'ordre du polynôme, f, la fonction considérée, t, le point où on localise les dérivés, p, la suite d'appel. Si je m'intéresse à remplacer ma suite pk ici par la suite tk, j'ai ce qu'on appelle le polynôme de Taylor de f d'ordre n en a, qui sera noté comme ça, pour des raisons de raccourcir un peu les choses. Et vous voyez, regardez, Taylor reste intégral, ça va tomber tout seul. Imaginez que vous ayez une fonction f de classe Cn plus 1 sur un intervalle AB. Alors, vous pouvez exprimer f en B polynomialement avec le polynôme de Taylor, plus
un petit chouïa ici, un petit reste sous forme d'une intégrale. Bon, voilà ce que raconte la formule du Taylor reste intégrale. On se demande comment la démonstration peut être aussi rapide. Eh bien, je vais considérer ce coup-ci ce polynôme-là en remplaçant pk par tk. Du coup, vous remarquez qu'ici, il n'y a plus de p-1, parce que t-1 c'est 0. Donc je vais remplacer pk par tk, donc ça saute. Et je vais évaluer ce polynôme, je vais le regarder en b. Donc je vais regarder l'application, si vous préférez, qui a t associe tnft évalué en b. Donc b est constant, la variable est ici. C'est surprenant. Et d'après notre remarque fondamentale, h est bien sûr dérivable sur AB, puisque toutes les dérivées km de t vont être dérivables juste ce qu'il faut, puisque la fonction est de classe Cn plus 1, donc il n'y a aucun souci. Donc je peux dériver tous les fkm de t qui apparaissent dans l'expression de ce polynôme ici. Du coup, je peux regarder h' et h'. Eh bien, t-1, ça vaut 0, donc il n'y a plus. On remplace f par elle-même, donc ça fait fn plus 1 ici de t. Ici, c'est tn de, on a dit qu'on évalue en b, donc tn de b moins t. Et ici, il n'y a plus rien. Donc h', sa dérivée, enfin h', pardon, c'est égal à cette fonction. Voilà. Et maintenant, eh bien, ce qui est super, c'est que cette fonction-là, h', elle est continue. Bah oui, parce que f a le bon goût d'être de classe Cn plus 1. Donc ça, c'est continu, ça, c'est polynomial, produit de deux trucs continus, pouf, c'est continu. Donc h' étant continu, je peux l'intégrer, h' de a jusqu'à b. Et si j'intègre h' de a jusqu'à b, eh ben, ça me fait h de b moins h de a. Il n'y a plus qu'à regarder h de a, h de a, c'est tnfa b. Voilà. h de b, qu'est-ce que c'est? On remplace. On remplace là-dedans, donc tk ici, b moins b, tk b moins b, ça fait tk de 0. Tk de 0, c'est tout le temps nul, sauf quand k égale 0. Donc quand vous calculez tnf bb, c'est h de b. Quand vous calculez tnf bb, il vous reste un seul terme là-dedans, qui est tout simplement f0ème de b, c'est-à-dire f de b. Donc vous voyez, j'ai rien fait. Bon, à part dire que ça, quand même, fallait expliquer que c'était continu, je l'ai dit à l'oral, mais sinon, c'est juste une application du télescopage du dessus. Et vous avez démontré votre formule de Taylor reste intégrale. Moi, je trouve ça joli, s'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Je trouve ça joli. Maintenant, Taylor-Lagrange. Taylor-Lagrange, alors on garde les mêmes conditions que le théorème précédent. Donc f de classe Cn plus 1 sur un intervalle AB. Voilà. Et ce coup-ci, on va juste exprimer le reste, qui était ici sous forme d'une intégrale, sous cette forme-là. Donc il faut qu'on démontre finalement que je peux trouver un petit c entre a et b, tel que f de b soit égal à ça, et que mon reste, du coup, soit égal, enfin, soit cette forme-là pour un certain c. Bon, voilà ce qu'il faut faire. Alors, certains pourraient se trouver bizarre comme le démarrage de ma démonstration. Pourquoi penser à cette constante-là? Ben non, regardez bien, vous voulez montrer que fn plus 1 de c, qu'il y a un c qui vérifie ça. Donc ce fn plus 1 de c, il est nécessairement égal à f de b moins tnf ab sur tn plus 1 b moins a. En gros, il faut juste montrer que la constante qui est là, c'est bien un fn plus 1 d'un certain c. Voilà. Il faut montrer l'existence d'un c qui vérifie grand A égale fn plus 1 de c. Si on montre grand A égale fn plus 1 de c, c'est terminé, quoi. Bon, d'abord, est-ce que grand A existe? Oui, parce que A étant différent de B, vous mettez ça à une certaine puissance, ça, bien sûr, c'est non nul. Donc grand A existe. Et puis, je ne vais pas changer une technique qui fonctionne bien. Vous voyez que tout l'intérêt était d'utiliser ma remarque fondamentale en considérant cette fonction h là, à laquelle, bien sûr, je vais ajouter ma constante grand A fois Tn plus 1 de B moins T pour avoir un espoir de trouver grand A. Puisque je vais montrer que grand A, c'est un certain Fn plus 1 de C. Alors, vous, quand même, pourriez être surpris que j'écrive G de cette forme-là. Vous allez être moins surpris quand on va regarder ensemble
que G est dérivable, bien sûr, et que sa dérivée, si elle s'annule, elle nous fait gagner. Regardez, bien sûr que cette fonction est dérivable, parce que ça c'est polynomial en t, donc ça c'est dérivable. Ensuite, bah là ici vous avez une expression où vous avez des f km de t. Mais ils sont tous dérivables les f km de t, parce qu'on va de k allant de 0 à n, et moi ma fonction f elle est de classe Cn plus 1. Donc il n'y a aucun souci, ça c'est dérivable. On l'a déjà expliqué, de toute façon que c'était dérivable avec les mêmes hypothèses au-dessus. Donc je pourrais dire, c'est déjà justifié. Donc maintenant on va dériver. On a déjà dérivé ça, ça c'est h de t. Sa dérivée c'est h' de t. H' de t, on a déjà vu que ça faisait ça. Donc j'ai recopié h' de t ici. Et ensuite on a la dérivée de ceci par rapport à t. Donc le moins sort, et il sort un moins a. Dérivée de tn plus 1, bah, c'est juste tn, puisque tk, c'est une suite d'appels. Vous voyez comme c'est agréable de ne pas avoir toutes ces factoriels et ces quotients, c'est super. Donc moins a tn de b moins t, on est là. Et vous voyez bien du coup que si g' s'annule, vous aurez ceci qui devra être égal à ceci en un certain c, si ça s'annule en un certain c. Et en simplifiant par tn de b moins c qui sera forcément non nul parce que notre c il ne pourra pas être égal à b, eh bien on aura fn plus 1 de c qui sera égal à grand A, ce qui terminera notre preuve. Bon, comment montrer que g' s'annule ? Bah, vous le sentez, c'est rôle en fait dans les hypothèses. Donc on ne sait jamais, je vais tester G de A, G de B, si c'est la même chose, bah, G s'annule. Parce que G est continu, G est dérivable sur tout l'intervalle AB. Voilà, donc aucun souci. Alors d'abord, on va exprimer ce que c'est G de A, je remplace T par A là-dedans. G de A, c'est TNF AB plus A Tn plus 1 B moins A. Or, l'expression de grand A qu'on a imposée ici fait que tout ceci se simplifie de façon magique pour me donner juste F de B. Il n'y a plus qu'à voir que f de b, c'est g de b. Et comment je vois que f de b, c'est g de b ? Bah regardez, calculons g de b. G de b, je remplace dans g, je remplace t par b. Ça me fait tnfbb, j'ai déjà fait. Tnfbb, c'était f de b. Et ici, tn plus 1 de b moins b. Donc tn plus 1 de 0. Mais tn plus 1 de 0, bah, ça fait des 0 puissance quelque chose, sauf qu'il n'y a que le premier terme qui pourrait ne pas être nul, mais non, parce que regardez, tn plus 1 de 0, vous faites b... Mais tn plus 1 de 0, bah, ça fait 0, parce que bah, n plus 1 il est strictement positif. Conclusion, g de b, il voit juste tnfbb, c'est-à-dire f de b. G de b, c'est f de b, qui est égal à f de a, à g de a, pardon. Donc G de B, c'est F de B, qui est égal à G de A. J'applique rôle. Il existe forcément un C entre A et B, strictement, tel que G' de C égale 0. Je remplace mon T ici par C. J'obtiens ce terme-là avec B-C, Tn de B-C, qui est égal à ce terme-là avec du A Tn de B-C. Mais Tn de B-C, c'est non nul parce que B-C est non nul, et donc la puissance NIM va donner un nombre non nul. Et donc je vais avoir A égale Fn plus 1 de C, ce qui permet de conclure d'après la petite remarque que j'ai faite au début. Voilà, vous voyez comme c'est rapide. C'est vraiment très très rapide. C'est assez spectaculaire en fait, je trouve, cette façon de voir les choses, même si, fondamentalement, j'ai bien conscience que c'est pas une grande découverte mathématique. C'est simplement des raccourcis que je trouve jolis. Voilà. Voilà, troisième formule de Taylor, la formule de Taylor-Young. Celle-ci, elle est un peu à part. Autant les premières, ainsi que Euler-Maclaurin, sont issues de ma remarque fondamentale. Vous verrez, pour Euler-Maclaurin, c'est encore la remarque fondamentale. Celle-ci, elle se distingue du fait que, bah non, j'ai pas réussi à utiliser ma petite remarque. J'ai pas réussi à le faire. La démarche est différente. Et puis, elle se distingue aussi parce que c'est peut-être une de celles où on voit le plus de disparité dans les hypothèses quand on regarde la littérature.
Alors quand je parle de la littérature, j'ai regardé mes bouquins perso, j'ai regardé un peu Internet, les sites assez classiques de maths qu'on trouve sur Internet. Bon, vous en trouverez qui vont, par exemple, mettre dans les hypothèses de Taylor-Young que f est de classe Cn sur un voisinage I d'un réel A. Et d'autres, comme je vais le faire, qui supposent juste f n-1 fois dérivable sur un voisinage I de A, mais tel que la dérivée n-1 de f soit dérivable en A. Vous voyez, c'est déjà des hypothèses différentes. Voilà. Alors, attention, je vais m'y prendre par récurrence. Et évidemment, il faut bien dire ce que c'est Pn. Alors, quand vous regardez l'énoncé de Taylor-Young, on peut s'y perdre. Voilà ce que je vais fixer en amont de l'entier n. C'est-à-dire ce qui ne va pas bouger quel que soit n. Je vais me prendre un réel A qui ne va pas bouger du tout, et je vais me prendre un voisinage I de A qui ne va pas bouger du tout. Et je vais poser Pn pour n naturel non nul, la proposition suivante. Si f est n-1 fois dérivable sur un I, et que sa dérivée n-1 est dérivable en A, alors dans un certain voisinage de A inclus dans I, ce coup-ci, ce voisinage va dépendre de n, dans un certain voisinage de A inclus dans I, on a cette formule qui est vraie. C'est-à-dire, grosso modo, le reste, on arrive à l'écrire comme ça. Vous voyez, c'est subtil, hein, c'est subtil. Donc, démontrons cette propriété par récurrence, donc, et prenons par exemple n égale 1 pour la fonder. Qu'est-ce qui se passe quand n égale 1? Vous savez qu'elle est 0 fois dérivable, donc ça vous donne rien, mais que la dérivée zéroième, c'est-à-dire f, est dérivable en A. Si vous savez que f est dérivable en A, vous en déduisez que f admet un dl d'ordre 1 en A, ce qui est exactement ça. Donc, pas de problème. Pour n égale 1, l'hypothèse donne la dérivabilité de f en A, qui est exactement la conclusion souhaitée. Du coup, je vais maintenant me donner un n pour lequel Pn est vrai, et je vais essayer de montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc je dois me prendre une fonction f, qui serait n plus une fois dérivable sur le i qu'on a fixé depuis le début, telle que fn plus 1 soit dérivable sur le a fixé depuis le début, et je dis que dire que f est plus une fois dérivable sur i, c'est exactement dire que f' est n fois dérivable sur i. Et ça, c'est exactement dire que f' dérivé n fois est dérivable en a. Donc je peux appliquer mon hypothèse de récurrence à f', aucun souci. Et si j'applique mon hypothèse de récurrence à f', ça veut dire qu'f' moins tnf', bah, c'est un petit taux de tn x a. Donc, je sais qu'il existe une fonction epsilon qui tend en a vers 0 et qui vérifie ça pour un t dans un certain voisinage de a. Au passage, puisque je sais maintenant que epsilon tend vers 0 quand x tend vers a, sur un voisinage peut-être encore plus petit de a, je vais avoir à coup sûr ça qui va être plus petit que 1, qui va être borné, qui va être plus petit que 1. Et donc, quitte à prendre l'intersection de ces deux voisinages, je peux très bien supposer que pour tout t dans V, j'ai à la fois ça qui est vrai, et en même temps, j'ai ça qui est vrai. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu veux borner epsilon? Bah parce que je vais avoir besoin de cette petite fonction qui va suivre. Regardez, j'appelle e de x, la fonction suivante, donc mon x le prend dans V, et j'appelle e de x la fonction qui donne le sup de valeur absolue d'epsilon sur cette boule inter V. Alors, bah, pourquoi ce sup existe? Bah, parce que la fonction qui est là est majorée sur cet ensemble, et que cet ensemble il n'est pas vide puisqu'il contient A. Donc, aucun souci. Alors là, je peux prendre mon x dans V. Ici, je peux parfaitement définir ceci pour x dans V. Aucun problème. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le théorème des accroissements finis, plus exactement l'inégalité des accroissements finis, à cette fonction-là. Est-ce que je peux bien appliquer ce théorème à cette fonction? Bah, d'abord, elle est bien continue entre A et X. Dès que vous prenez un X dans V, entre A et X, alors quand je dis entre A et X,
C'est soit de x à a si x est plus petit que a, soit de a à x si x est plus grand que a. Mais bref, entre a et x, je sais que f est continu, elle est même dérivable 2 fois. Regardez, n est supérieur ou égal à 1 et on a pris f n plus une fois dérivable. Puis ça c'est polynomial. Donc bien sûr, c'est dérivable. Et puis c'est donc continu, dérivable, bref, vous pouvez appliquer le théorème des accroissements finis sans aucun problème. Et ça va vous donner f' moins dérivé de ça. Alors dérivé de ça, c'est intéressant à faire, on peut même le faire de tête, c'est rigolo à faire de tête. Vous imaginez la somme pour k allant de 0 à n plus 1 des fkm de a tk de x moins a, sauf que si vous faites ça, vous allez dériver ça, vous allez avoir tk moins 1 de x moins a qui va arriver, en réindexant tout ceci, en tenant compte du fait que t-1 est nul, vous allez avoir du coup des fk plus 1 de a, tk de x moins a, sauf que fk plus 1 de a, c'est f' dérivé k fois. Et du coup, ça vous donne ceci. Donc c'est très facile à vérifier, hein, que ça dérivée, c'est ça. Alors ici, j'ai identifié le polynôme formel et la fonction polynomiale associée. Bon. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un x dans V, hein, du coup, et je vais appliquer l'inégalité des accroissements finis. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que la fonction en x moins la fonction en a est plus petite que la valeur absolue de x moins a, hein, les bornes de l'intervalle, fois un majorant de ma dérivée qui est là, entre eux, pour des t qui seraient entre eux, du coup, a et x. Mais si je prends des t qui sont entre a et x, ces t, ils se retrouvent là-dedans, du coup. Et donc, j'obtiens que si mon t est là-dedans, e de x qui est là est plus grand qu'epsilon de t. Puisque je vais calculer un epsilon de t avec t ici, donc mon epsilon de t il sera plus petit que mon e de x. Et donc je peux majorer ma dérivée, qui est là, par e de x, et puis comment je majore tn de t moins a, vu que t il est compris entre a et x, pour rendre tn maximal, vu que tn est croissante, je peux le majorer par valeur absolue de tn de x moins a. Multiplié par la largeur de l'intervalle, ça vous fait donc ceci. Tn de x moins a fois x moins a, ça vous fait une constante fois tn plus 1 de x moins a. Et il y a la constante multipliée par e de x, mais regardez, e de x, bien sûr, tend vers 0. C'est la définition même de epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers a, qui vous assure que e de x tend vers 0 quand x tend vers a. Donc, bref, ici, j'ai une petite constante fois tn plus 1 fois une fonction qui tend vers 0, donc j'ai bien un petit taux de tn plus 1 de x moins a. Et voilà, on a démontré du coup que f moins tn plus 1 fa évalué en x, c'est-à-dire ça moins ça au rang n plus 1, c'est bien un petit taux de tn plus 1 x moins a. Pas si simple, hein. Franchement, ça s'improvise pas. Hein. Moi je dis, si on est prof devant des élèves allez, de L1 et qu'on doit leur faire ça, faut le réviser avant, hein, parce que ça s'improvise pas. Voilà, je trouve que ça s'improvise pas. Je trouve ça difficile, personnellement. Bon, maintenant qu'on a les formules de Taylor, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces formules de Taylor? On va déjà commencer par une petite application. Alors bien sûr, hein, je l'ai dit, je crois, hein, Taylor-Young, l'application, c'est toutes les DL des fonctions usuelles qui se dérivent bien. Sinus, cosinus, exponentielle, 1 plus x puissance alpha. Avec Taylor-Young, vous avez du coup, ça il faut le mentionner dans une leçon à l'agrégation, vous avez les DL des fonctions usuelles. Par contre, pour tangente, pas Taylor-Young, parce que pour tangente, vaut mieux faire un quotient de DL que d'essayer de dériver 5 fois la fonction tangente. Bien sûr. Donc, alors, une application, du coup, des formules Taylor. Je vous donne une application que je trouve rigolote de la formule de Taylor reste intégrale. On va démontrer que E est irrationnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la formule de Taylor.
avec reste intégral et on va l'appliquer à la fonction exponentielle. Ici, f, là, c'est la fonction exponentielle, celle-ci. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand vous allez la dériver n plus une fois, ça va vous faire elle-même. Vous l'appliquez en la localisant en 0 et en l'évaluant en 1. Donc, ça va vous faire exponentielle 1, c'est-à-dire e, moins tnf0 de 1, égale l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée n plus unième de l'exponentielle évaluée en x, donc ça vous fait exponentielle x, tn de 1 moins x dx. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est si intéressant cette chose-là? Parce que, à gauche, là, imaginez un petit peu que E soit rationnel, la forme A sur B. Vous voyez bien alors qu'en multipliant par B, en particulier en multipliant par n factoriel pour n plus grand que B, vous aurez ici à coup sûr un entier, puisque vous multipliez A sur B par un multiple de B, ça va vous faire un entier. Et ici, vous voyez bien que, alors c'est facile à calculer, hein, TNF0 de 1, parce que la fonction c'est l'exponentielle, vous la dérivez k fois c'est elle-même, vous l'évaluez en 0, ça fait 1, ça vous fait une somme de, du coup, 1 sur k factoriel. Hein. Ça, c'est la somme des 1 sur k factoriel, de 0 jusqu'à n. Et donc, vous voyez bien que si vous multipliez à nouveau par n factoriel, comme ici, vous aurez encore un entier. Bref, si vous multipliez tout ça par n factoriel, prenons n assez grand, vous êtes sûr que ça, c'est un entier, si jamais E était rationnel. Donc, évidemment, ce que j'ai envie de faire, c'est de regarder ce qui se passe si je fais n factoriel fois ça. Oui, parce que je viens de dire que ça, c'était un entier, n factoriel fois ça, pour n suffisamment grand, si on suppose E rationnel. Mais vous voyez bien que ça, c'est pas un entier nul, hein, c'est pas possible que ce soit nul. Bah oui, puisque cette intégrale-là, c'est l'intégrale d'une intégrande positive, continue. Donc, l'intégrale n'est nulle que si l'intégrande est identiquement nulle sur le segment 0,1. Or, vous voyez bien qu'en 1,5, par exemple, elle n'est pas nulle. Donc ça, c'est forcément non nul. Et donc, l'entier qui est là ne peut pas être l'entier 0. Donc si vous prenez la valeur absolue de ça, vous êtes certain que c'est supérieur ou égal à 1. À coup sûr, puisque c'est un entier naturel non nul. Donc supérieur ou égal à 1 en mettant les valeurs absolues. Du coup, je mets les valeurs absolues ici. Je majore l'exponentielle ici entre 0 et 1 par E, par exemple. Et je vois que ceci est un grand taux de n factoriel fois ceci. Or, l'intégrale de 0 à 1 de tn de 1 moins x, une primitive moins tn plus 1 de 1 moins x, vous évaluez, ça vous fait ceci. Et là, ça, c'est n factoriel sur n plus 1 factoriel, qui vous fait du 1 sur n plus 1. Bref, ce nombre ici, qui est censé être supérieur ou égal à 1, est un grand taux de 1 sur n. Or, grand taux de 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et donc ne saurait être égal à cet entier qui est nécessairement toujours non nul, quel que soit n, à partir d'un certain moment. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a montré que si E est rationnel, alors on a une absurdité. Attention, alors là j'ouvre une parenthèse, juste pour le fun, parce que, alors voilà, pour vous mettre dans la confidence, je fréquente régulièrement un petit forum qui est le forum des mathématiques.net, et il y a un marronnier sur le raisonnement par l'absurde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le raisonnement par l'absurde, c'est assez codifié, c'est pas juste employer le mot absurde pour dire qu'on a fait un raisonnement par l'absurde. En fait, en logique, il y a différentes logiques. Il y a la logique classique, dans laquelle non A, c'est A, et dans laquelle on peut faire des raisonnements par l'absurde, ce que je vais expliquer. Et puis la logique intuitionniste, plus fine, on va dire, où c'est plus fin que ça parce que c'est pas une proposition est vraie, c'est plutôt prouvable. Est-ce qu'on peut prouver? Est-ce qu'on peut faire une suite d'implications, d'axiomes, de choses prises pour vraies, pour aller vers une proposition? Et il n'y a pas de vrai, c'est plutôt prouvable qu'il faut comprendre. Et dans ce cas-là, non prouvable, ça ne veut pas dire prouvable, vous voyez bien. Alors que non vrai, ça veut dire vrai. Bon, j'espère ne pas tordre la théorie, mais c'est ce que j'ai un peu compris. Du coup, faut faire attention. Ce qu'on appelle vraiment raisonnement par l'absurde, c'est ça. Et c'est refusé par les intuitionnistes, hein, attention. Ce qu'on appelle raisonnement par l'absurde, c'est
supposer non P vrai, aboutir à une absurdité. Et vouloir en déduire que A est vrai. Ça, c'est le raisonnement par l'absurde. Donc vous mettez non A, vous avez une absurdité, et vous pensez avoir une preuve de A avec ça. Voilà. Que A est vrai. Chez les intuitionnistes, ça, on le refuse. Non, c'est clair. Maintenant, attention. J'ai bien dit, on suppose non A, on arrive à une absurdité, et on veut en déduire que A est vrai. À ne pas confondre avec, on suppose A, on trouve une absurdité, et on en déduit que A est fausse. Ça, c'est pas le raisonnement par l'absurde, c'est juste une simple réfutation. Ça s'appelle aussi l'apagogie négative. Contrairement au raisonnement par l'absurde que j'ai donné avant, qui est l'apagogie positive. Voilà. Donc ici, j'ai pas fait un vrai raisonnement par l'absurde. D'ailleurs, par exemple, vous savez, quand on parle de racine de 2 irrationnelle, souvent on commence par si racine de 2 était rationnelle, blablabla, absurdité, ce qui prouve que la phrase racine de 2 irrationnelle est fausse. Et ça, c'est donc pas un raisonnement par l'absurde, puisque c'est une apagogie négative. Voilà. Une réfutation. On suppose A, on prouve qu'on a une absurdité, donc on ne peut pas tolérer A. Voilà, fin de ma parenthèse, j'espère que ça vous a intéressé, cette parenthèse logique. Bien, maintenant, deuxième gros morceau de cette feuille, Euler-Maclaurin. Alors, Euler-Maclaurin, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes envies. On ne regarde pas du tout f en un point, vous voyez, du tout. On est plutôt en train de comparer une intégrale et puis une somme, quoi. Chose qu'on voit souvent en analyse d'ailleurs, hein, vouloir comparer ça. Rappelez-vous, par exemple, ce que je veux dire, par exemple, ça va trivialiser, vous savez, le théorème comparaison série intégrale, quoi, finalement. Un petit peu. Alors, du coup, pourquoi, si c'est si loin de Taylor, pourquoi je le mets dans ma feuille? Bien parce que, pour démontrer ceci, on va reprendre ma remarque fondamentale, et au lieu de mettre pk de x moins t, on va mettre, vous savez, les bk plus 1 qui étaient une suite d'appels, on va mettre les bk plus 1 à la place des pk qui étaient ici, dans ma remarque fondamentale. Donc, si maintenant je m'intéresse à l'application, par exemple, vous voyez ici, je vais m'intéresser à l'application qui a t va associer bnft évalué en m plus 1. D'accord? Donc ici, mon x sera remplacé par m plus 1. Ce sera dérivable parce qu'on l'a déjà démontré avant. Et puis, je vais faire bouger t, comme je l'ai déjà fait avant. Et la dérivée de ça, je l'ai déjà calculée avec le télescopage. Et voilà, on sait déjà combien ça fait. On va le trouver. Vous voyez, c'est ça qui va faire tout marcher. Alors, j'énonce Euler-Maclaurin, maintenant. J'analyse avec vous la formule. Je vais même d'ailleurs commencer par analyser la formule. Je trouve que c'est plus intéressant dans ce sens-là. Donc, la somme des f de m de grand N à grand N', alors contrairement à ce que j'ai écrit, vous pouvez prendre des relatifs ici, hein, c'est pas grave, si c'est des naturels, c'est pas important. Donc, j'évalue f sur les points f de m pour m variant de grand N à grand N'. Je fais la différence avec l'intégrale de f de grand N à grand N', et je dis que cette différence, c'est la moyenne des extrêmes, des images extrêmes, moins un petit chouïa à la fin, plus quelque chose qui est très intéressant, parce que ces machins-là, vous voyez bien que les bk plus 1, ils dépendent pas de f. Hein. Les bk plus 1, c'est des polynômes fixés ad vitam aeternam. Hein. Donc les bk plus 1 ont 0, c'est des constantes, c'est des nombres particuliers, voilà, mais qui dépendent pas du tout de f. Donc là, vous avez des trucs indépendamment de f. Et ici, vous avez des fkm de n' moins fkm de n. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous imaginez pour un exemple tout bête, prenez f égale 1 sur t, et dériver par exemple 2 fois 1 sur t. Vous allez avoir donc t puissance moins 1 dérivé une fois, ça vous fait moins t moins 2. Redériver encore, ça vous fait 2t moins 3. Donc là, vous allez avoir des 2
sur n' cube. Et on voit bien qu'ici, on a donc une somme avec des n' là, des grands n, qui vont donner des expressions petites, puisqu'on va avoir des 2 sur n' cube. Vous voyez? Donc là, vous avez des grands n', plus vous mettez des n' grands, et ici, plus vous aurez des trucs. Donc on est amené à penser que ça peut converger, par exemple, simplement, la série qui est là, quand on fait en n', la série en n' ici, quand vous faites bouger n', on est amené à penser que ça peut converger. Et puis ici, en n', pareil. Alors qu'est-ce que c'est que ce reste? Je l'ai écrit ici. Alors, je l'ai écrit à l'ordre n. Alors, à l'ordre n, voilà l'expression. Ça peut faire peur. Et dérivé n-ième de f, bon, pourquoi pas, fois bn bar de t. Sauf que bn bar de t, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement bn qu'on a périodisé. Vous voyez, bn bar de t, regardez ce que c'est. C'est cette somme qui est en réalité finie ici. Alors, oui, parce que chaque fois que vous prenez un t, il n'y a qu'un seul m, tel que t est dans l'intervalle mm plus 1. Donc là-dedans, il n'y a qu'un seul terme non nul. Donc ça, c'est une somme finie. Et puis ça vous fait du coup un bn d'un élément qui est compris du coup entre 0 et 1, puisque votre t, il est compris entre m et m plus 1, ça c'est compris entre 0 et 1. Et donc vous voyez que, alors que ça a l'air compliqué, bn bar de t, c'est juste qu'un bn d'un certain réel entre 0 et 1. En particulier, la norme infinie de bn bar, c'est ce que j'écris ici, sur R, c'est le max de valeur absolue de bn sur 0,1. Voilà. Le bn étant continu, voilà. Sur un segment, il y a un max, et puis ce max, c'est la norme infinie des bn bar. Donc vous voyez, finalement, on maîtrise un petit peu ce reste. Voilà. Donc voilà la formule de l'aire Maclaurin, un petit peu commentée, et maintenant on va la démontrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? N et n' sont fixés, je vais pour l'instant prendre un m entre n et n'-1. Et puis, je vais regarder l'application qui a t, associe bnft évalué en m plus 1. Donc ici, votre x, c'est m plus 1, et je fais bouger t. D'après cette fonction, je pourrais l'appeler, je sais pas moi, j de t. D'après la remarque qu'on a faite avant, j' de t, ça va donner ceci. Ben oui, regardez, c'est la remarque fondamentale. Ici, remplacer Pn par Bn plus 1. Je vous rappelle qu'il y a le petit décalage, Pk plus 1, donc ici Bk plus 1, donc ici ça va faire Pn plus 1. Et ici, vous allez avoir B indice moins 1 plus 1, qui vous fait B0, qui vous fait 1. Donc là, vous allez avoir f de t, tout court, et là, vous allez avoir fn plus 1 de t, bn plus 1 de m plus 1 moins t. C'est ça ma petite dérivée de ma fonction. Vous voyez? Voilà, je l'ai écrite là. Et ça, évidemment, vu que c'est la dérivée de ma fonction, ça, c'est la dérivée de ma fonction qui a t associe ceci, il faut donc, en remplaçant x par m plus 1, ça va nous faire des m plus 1 des deux côtés, ici et ici. D'abord, on évalue t en m plus 1, puis on évalue t en m, et on obtient ça. Donc vous voyez, c'est quand même génial parce que notre formule du départ, elle nous évite toute la récurrence qu'on met d'habitude dans Euler-Maclaurin. Parce qu'une fois que vous avez fait ça maintenant, il n'y a plus qu'à exprimer ce que c'est BNF M plus 1 en M plus 1 et BNFM en M plus 1. Vous remplacez, c'est tout. Votre T, c'est M plus 1. Ici, vous avez donc du BK plus 1. On a dit qu'on évaluait X en M plus 1. Donc M plus 1 moins M plus 1, ça vous fait 0. Et puis maintenant, vous faites moins la somme, qui est moins ça. Donc moins la somme, mais grand X c'est M plus 1 et petit t c'est M. Donc ici, ça vous fait BK plus 1 de 1. Et puis FKM de M. Voilà. Bon, j'ai rien fait d'extraordinaire, absolument rien. Ici, j'ai remplacé B0 par 1. C'est tout ce que j'ai fait. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que je veux faire. Dans cette somme, je vois que j'ai des BK plus 1 de 0 et BK plus 1 de 1. Et je me souviens qu'au début de la feuille, j'avais dit que les BK plus 1, les BN, quand on les évalue en 0 et 1, ça fait la même chose à partir du rang 2.
Et justement ici, du coup, si on prend k supérieur ou égal à 1, eh ben on aura des k plus 1 qui seront supérieurs ou égaux à 2. Et donc je vais découper ma somme pour tenir compte de cette information. Et je vais mettre ma somme de 1 jusqu'à n. Du coup, je pourrais bientôt regrouper bk plus 1 de 0 et bk plus 1 de 1 puisqu'ils sont égaux. Et puis je vais mettre de côté le terme fkm quand k égale 0, ce qui va me faire fm plus 1 et ici b1 de 0, mais f de m plus 1, b1 de 0, b1 de 0, faut se souvenir que ça fait moins 1,5, parce que b1 c'est x moins 1,5. Donc ça fait moins 1,5, donc ça fait moins ça. Ensuite, il y a moins b1 de 1. Mais moins b1 de 1, qu'est-ce que ça fait? Bah, b1 c'est x moins 1,5, vous évaluez en 1, ça fait 1,5. Ça fait encore moins 1,5, ça donne ça. Ici, j'ai découpé l'intégrale en 2 morceaux, puisque chaque intégrand d'ici est intégrable, f, et puis ceci, bien sûr, par continuité de fn plus 1, sur l'intervalle mm plus 1, et puis ça, c'est polynomial. Donc, je peux du coup découper l'intégrale en 2, et j'obtiens ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de sommer de grand N jusqu'à n'-1. Mais, pour ne pas me prendre la tête, j'ai envie d'avoir une somme télescopique. Est-ce que ça, c'est télescopique? Complètement, ça, c'est télescopique. C'est une relation de Chasles. Donc, ça va vous faire une intégrale de n jusqu'à n'. Ensuite, ça, est-ce que c'est télescopique? Bien sûr, ça va vous faire l'intégrale de n jusqu'à n'. Bon, très bien. Mais vous allez me dire, je m'y retrouve pas quand j'arrive dans la dernière ligne. Bah oui, parce que pour que ce soit à gauche télescopique également, ici, c'est génial, c'est bk plus 1 de 0, c'est bk plus 1 de 1. Donc je peux factoriser, ça fait bk plus 1 de ça moins ça, et c'est télescopique en m. Cool. Donc, à l'intérieur, bk plus 1 de 0, la somme télescopique en m permet d'évaluer, bien sûr, en n', et puis en grand N, ici, sans problème. Et ici, attention, c'est pas télescopique, ça. Par contre, si vous ajoutez f de m, là, et là, du coup, en sommant de n à n' moins 1, vous aurez ça qui va apparaître. Pas grave, je le laisse, je mets ça qui apparaît. La fameuse intégrale de n à n' qui me donne ça. Là, je recopie mon intégrale de n à n' qui me donne ça. Et ici, en ajoutant f de m, ça me fait, ce coup-ci, un plus f de m sur 2. Et là, maintenant, j'ai télescopage. Et en sommant, il me reste juste f de n moins f de n' sur 2. Voilà, vous voyez comment on peut éviter des récurrences, des choses compliquées. La somme, il faut juste faire apparaître finalement du télescopage quand on a envie d'économiser des récurrences. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça, c'est exactement ce que tu as annoncé? Pas tout à fait, mais si vous ajoutez f de n' des deux côtés, vous allez rajouter un petit terme ici, et vous aurez la demi-somme là, ce qui vous donnera exactement la formule de l'air Maclaurin. Maintenant, application de ceci, prenons par exemple le développement asymptotique de la série harmonique à l'ordre 4, par exemple, je prends cette fonction f qui a la fonction inverse, qui est de classe C infinie là-dessus, je prends un n supérieur ou égal à 1, et puis je vais essayer d'appliquer ma formule de l'air Maclaurin en prenant grand N égale 1 et grand N' égale grand N. J'écris le reste. Alors, vous pourriez vous demander, au fait, je l'ai peut-être un peu vite pour la gestion de mon reste, mais vous voyez bien que quand vous sommez, ici, de n jusqu'à m égale n jusqu'à n', ça vous fait exactement l'intégrale de cette somme. Faut pas avoir peur, elle est finie cette somme. Voilà. Ok, donc j'applique ma formule de l'air Maclaurin. Je vais commencer par m'intéresser du coup, vous avez compris, puisque je veux le développement à l'ordre 4, je vais vouloir des N4, des machins comme ça. Donc il faut que j'ai mon reste qui soit à 5. Donc voilà, je vais regarder F5e de T, B5 bar de T. Alors, F5, je dérive 5 fois ce truc-là.
dérivé une fois, je suis à moins 2, dérivé 2 fois, je suis à moins 3. Bon bref, dérivé 5 fois, je suis à moins 6 avec une petite constante devant, dont je me fiche de la valeur. Et vous allez être surpris de voir que j'ai mis plus l'infini, bah, vous voyez bien que ça, c'est intégrable de 1 à plus l'infini, puisque B5 bar est borné par le max de B5 sur 0,1. Ça, c'est un grand taux de T-6 qui est totalement intégrable sur 1 plus l'infini, bien sûr. Et donc, j'en profite pour découper l'intégrale en deux. L'intégrale de 1 à n, je vais de 1 à plus l'infini, ce qui me fait une constante k, moins l'intégrale de n à plus l'infini de ça. Et ça, bah, bien sûr, c'est majoré en valeur absolue par une constante fois l'intégrale de t-6 de n à plus l'infini, c'est-à-dire ceci. Donc j'ai réussi à exprimer mon reste comme une constante plus ça. Intéressant d'ailleurs d'exprimer le reste comme une constante plus vous contrôlez la suite. C'est sympa. Et maintenant, bah, je vais appliquer Euler-Maclaurin, donc à f égale 1 sur t, donc ça vous fait somme de 1 à grand N des 1 sur m, moins intégrale de 1 à grand N des 1 sur t dt, bah, donc log de grand N. Bref, h grand N, la somme de 1 à n, h grand N, moins log grand N, égale bah, 1 plus 1 sur grand N sur 2. Ensuite, k plus un grand taux de n-5, il me semble. Et ici, il n'y a plus que ça à calculer, on aura fini. On aura notre développement asymptotique. Et ça, bah, c'est un jeu d'enfant, hein. Vous calculez les dérivées successives de la fonction inverse, vous appliquez ça en 1, vous appliquez ça en n. Ces nombres-là, on les connaît, c'est les bk plus 1 de 0, on les a déjà calculés tout à l'heure, et c'est terminé. Donc, vous pouvez vous amuser à voir. Alors, vous pourriez vous être étonné qu'il n'y ait pas de n cube, c'est normal parce qu'il n'y a pas de b3 de 0. b3 de 0, on a dit que c'était nul. b3 de 0, b5 de 0, b7 de 0. Voilà, et vous obtenez du coup 1 demi plus 1 sur 2n, 1 douzième de ça, etc. Vous regroupez toutes les constantes dans une constante que vous appelez gamma, par exemple, au hasard, Euler-Maclaurin, et vous obtenez ici ceci. Voilà, qui ne dépend. Alors le gamma qui est là, est-ce que la question, on pourrait dire, ton gamma, il dépend de l'ordre auquel tu es allé. Attention, on pourrait croire ici que c'est un gamma indice 5, parce que j'ai décidé d'aller, mais que si j'étais allé à un ordre plus loin, j'aurais un autre gamma. Alors non, en fait, parce qu'on démontre que, c'est assez facile, hn moins log n tend vers une constante, gamma. Donc si vous étiez allé un cran plus loin, vous auriez trouvé le même gamma en formant hn moins log n. Voilà, il faut juste savoir que hn moins log n tend vers une constante, voilà, et du coup, la constante qui est là ne dépend pas du choix de l'ordre. Alors, faites attention, à l'oral, ça peut être méchant comme question. Si on vous dit, mais votre gamma, il dépend de l'ordre que vous avez choisi, pensez au fait que hn moins log n, ça tend vers une constante, d'accord? Et donc, même si vous étiez allé un cran plus loin, vous auriez trouvé la même constante, puisque ceci tend vers 0. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis ensuite, la démonstration, comme promis, des petites propriétés des fonctions, des bk plus 1, là. Or, c'est très facile, hein, vous voyez, je vous laisse regarder, parce que c'est vraiment simple. Il y a juste, pour la deuxième, hein, pour voir que les b d'indice impair évalués en 0 sont nuls à partir du rang 3. Pour voir ça, faut juste penser à regarder bn de 1 moins x, et de voir que, par récurrence, c'est moins 1 puissance n fois le polynôme bn. Voilà. Et à partir de là, c'est facile d'en déduire que à partir du rang 3, tous ces b2n plus 1 de 0 valent bien 0. Donc voilà, b3 de 0, b5 de 0, b7 de 0, tout ça, ça vaut 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. J'ai bien conscience qu'elle est technique, voilà, que ça va pas faire le buzz, hein, cette vidéo, ça c'est sûr. C'est pas mon intérêt, c'est pas mon but, c'est pas ce que je veux faire. Mais bon, s'il y a des esthètes parmi les gens et si on partage le même sens de l'esthétisme, tant mieux. À bientôt.